Bienvenue sur Diagonale TV spécial match demi-finale du championnat du monde entre Veselin Topalov et Gata Kamsky. Alors pour commenter une partie explosive de ce match, nous recevons le webmaster star des échecs dans cette année 2009 après avoir explosé le web en 2008, Philippe Dornbusch. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Stéphane, merci de me recevoir à nouveau dans Diagonale TV, c'est très sympa à toi pour cette partie d'ailleurs qui est très intéressante. Alors ce blog, ce site, Chess et Stratégie, se développe bien et je crois que l'audience est au max. Là, on est sur une bonne pente ascendante, donc il y a une bonne ambiance. Oui. Donc toujours, tous les jours, des nouvelles. Alors voilà, c'est People. Oui, tout à fait. Le principe, c'est des nouvelles au quotidien. Alors, People, comme tu le dis, Stéphane. On a aussi, on va dire, des nouvelles propres aux échecs sur la technique, sur les tournois. On a bien sûr, on va dire, les traditionnels rendez-vous réguliers sur le site. Donc, on a la question People du mercredi, j'insiste. Bien sûr, bien sûr. Et puis, le quiz artistique. Le quiz artistique de Nino Mesuradze, qui est française maintenant, donc régulièrement qui propose un tableau. Et donc, il faut deviner l'auteur du tableau. Et puis... Maître Founias. Maître Founias, effectivement, pour les exercices tactiques. Exact. Voilà. Et puis, on a eu une bonne surprise et... c'est la FIDE qui nous a fait un petit papier. Oui. On en parlera peut-être tout à l'heure. Un papier, une news, oui. Voilà, une news en fait, par rapport à la diagonale, par rapport à la télévision. Voilà, donc ça marche bien. Ça marche bien. Alors, et puis aussi, évidemment, sur Chess et Stratégie, les plus grands tournois français. Donc là, il y a Capelle-la-Grande qui est suivi. Il y a donc les grands tournois français et internationaux qui sont suivis sous l'angle People un peu aussi. Oui, toujours. L'angle fun, l'angle People, c'est ce qui nous plaît bien. Donc ça donne un certain ton. Voilà, donc très couru ce site Chess Stratégie qu'on vous invite évidemment à suivre de près. Et puis donc Philippe qui vient nous rendre visite régulièrement sur Diagonale TV pour commenter avec nous l'actualité internationale en vidéo avec Diagonale TV. On va voir, avant d'attaquer ce grand match Topalov-Kamsky, avant d'en parler, on va quand même voir quelques images du site aussi Chess et Stratégie. Ici, voilà, si on peut montrer l'image, voilà. On a ici une news du 24 janvier 2009 avec Aurélie Dacalor qu'on va recevoir bientôt sur Diagonale TV d'ailleurs. Alors là, Stéphane, en fait, c'était le top 12. Top 12. Le championnat national féminin. Donc 12 équipes qui partent pour arriver en fait jusqu'à la finale. Et Aurélie a participé pour l'UTES Échecs. Bien sûr. Et je dois dire que Aurélie a particulièrement brillé puisque là sur la photo, elle a battu en fait Almira Skripchenko, multiple championne de France, grand maître international, voilà, avec 400 points d'écart entre les deux joueuses, donc elle a gagné sa partie. Voilà, c'est donc très bon résultat d'Aurélie Dacalor, qui est connue dans le monde des échecs depuis quelques années déjà, puisqu'elle fait régulièrement maintenant les championnats de France et qu'elle a de très bons résultats. Alors on va voir d'autres photos, d'autres images du blog Chess et Stratégie. Alors ici, voilà, donc c'est la news on voit, c'est le site de la FIDE en fait, donc qui a repris une news de Chess et Stratégie et de Diagonale TV, puisque c'était une news sur le show télé Diagonale sur la TNT, puisque maintenant, évidemment, depuis 2008, on est diffusé sur Synapse TV sur la TNT Île-de-France. Et bientôt d'ailleurs sur les box ADSL. Aussi. Ah oui, très bien. Donc ça sera disponible dans toute la France. Mais pour l'instant, c'est le dimanche. Et c'est à 15h30 ou 16h, ça dépend. Alors, disons, on va dire que la grille de programme n'est pas encore totalement, consolidée. Pour parler. Voilà. Alors, une news suivante toujours du blog Chess Stratégie. Ici, on voit justement Gata Kamsky. Donc, ça nous rapproche de notre actualité du jour, qui ici avait gagné la 3e partie. Du match face à Topalov pour revenir au score. Et ici, on voit qu'il consulte un autre site internet qui s'appelle aussi Chess Ninja, qui est assez connu. Un depuis bon longtemps. site d'ailleurs américain, Chess Ninja.
Alors, une autre news ici. Voilà, bon, ça, c'est la question People du mercredi. Donc, ici, d'ailleurs, vous pouvez essayer d'y répondre. Alors, moi, je ne connais pas du tout la réponse, d'ailleurs. Un champion d'échecs hongrois qui joue ici une partie à l'aveugle. Alors, est-ce qu'on peut reconnaître le joueur il a un visage assez anguleux. C'est une photo noir et blanc. On imagine que c'est des années 30 ou 40 maximum. Hein. Oui, tout à fait. Je peux donner peut-être une indication. Peut-être, un indice. Bon, d'abord, c'est un joueur au style défensif, un hongrois. Et puis, on parle souvent de l'étau de ce joueur. Hein. Alors là, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, pour les amateurs. Oui, l'étau, le fameux étau de ce joueur hongrois. Donc, on vous laisse deviner et aller sur Chess Strategy pour avoir la réponse, évidemment. Ici, donc, on parlait de l'Open de Capelle-la-Grande. Alors, Capelle-la-Grande, c'est peut-être avec le championnat de Paris, le championnat de France, le plus grand Open de France. Hein, ces trois-là, on peut dire que c'est à peu près égalité. Avec la particularité pour Capelle-la-Grande d'avoir un nombre de grands maîtres internationaux étrangers colossal. Je crois que c'est un record même. Oui, on a souvent 110 grands maîtres sur 650 participants. Et là, on dit en fait que c'est, on va dire, la marche avant d'arriver dans les grands tournois du Grand Chelem des échecs. On va dire que celui qui gagne Capelle, en général, il n'a pas trop de soucis à se faire. Il va rentrer dans le top 10, top 30, on va dire, des joueurs d'échecs. Alors Capelle-la-Grande, peut-être le seul grand Open international qu'on pourrait mettre en rapport par rapport au nombre de titrés qui le jouent. Oui. C'est peut-être l'Aéroflot, qui est assez récent, mais qui est récent parce que Capelle existe depuis 20 ans ou plus. C'est la 25e édition de Capelle. Donc, alors que l'Aéroflot n'existe que depuis quelques années. Exactement, Stéphane. C'est de cette envergure. Hein. Donc Capelle-la-Grande en France, dans le nord de la France. Donc c'est le plus fort Open international. Après, en termes de nombre de joueurs, c'est Championnat de Paris, Championnat de France. Ce sont les deux grands autres Open qui lui sont comparables en France. Voilà. Et ensuite, on va voir, je crois que c'est le dernier extrait, ici une photo de la très belle Suzanne Polgár. Suzanne Polgár, puisqu'il y a une news qui est, je vais le dévoiler, on va dire, pour les auditeurs et plus particulièrement téléspectateurs de Synapse. Donc nous sommes allés à New York et nous avons tourné au Chess Center de Suzanne Polgár. Et bientôt, on mettra en ligne les images du Chess Center. Avec Séverine. Avec Séverine, exactement. Je suis au courant, bien sûr. Elle me l'a signalé. Voilà, donc les images arrivent et vous les verrez sur le site Chess and Strategy. Voilà, tout à fait exceptionnel. Des images directes de New York, en direct de la crise mondiale financière. Donc ça c'est tout à fait exceptionnel. Alors, Wall Street. Voilà, pas loin de Wall Street. Alors on va maintenant attaquer notre match. Alors on va parler d'abord de ce match très important. Donc rappelons l'histoire parce que c'est quand même un processus lent qui a été décidé il y a déjà 2 ou 3 ans. Oui. Qui est en cours. Donc, tout le monde est d'accord maintenant pour considérer que Anand est le champion du monde puisqu'il a battu Kramnik en match. Exact. Donc, la scission, on peut dire, qui avait lieu en 1993, on peut dire qu'elle est définitivement résolue en 2008 grâce à la victoire d'Anand qui était le tenant du titre FIDE face à Kramnik, le vainqueur de l'ancien champion, c'est-à-dire Kasparov. Donc Anand reprend le flambeau, donc on peut considérer... c'est le champion du monde. Et puis surtout, c'est le 15e. Le 15e champion du monde. Classique, voilà. Donc maintenant, il n'y a plus de doute, Stéphane. Il n'y a qu'un champion du monde. Il n'y a qu'un champion du monde. Voilà. Alors, le fait est que comme cette réunification était lente à mettre en œuvre et que le président de la FIDE et la FIDE essaient maintenant de remettre en place un cycle de championnat du monde qui soit stable, il a fallu qu'ils anticipent avant ça une réactualisation du principe de championnat du monde et de matchs. Enfin, tout le monde est maintenant d'accord qu'il faut un match. Il est clair que sans match, on a du mal à reconnaître un champion du monde. Et donc, Topalov, qui s'était fait battre par Kramnik, c'est tout à fait... Alors, c'est un peu curieux, mais alors, comme il devait jouer, donc il avait joué son match contre Kramnik, comme il ne pouvait pas rentrer dans le cycle suivant, il était qualifié d'office pour jouer un match face à qui? Face au vainqueur de la Coupe du Monde, Kamsky. Voilà. Pour jouer un match de demi-finale, le vainqueur devant jouer Anand. Exactement. Alors, il y a un tout petit problème, c'est que Kramnik, lui qui a perdu son match, ne peut pas jouer ce second cycle. Voilà. Alors, mais comme il a perdu, qu'il avait accepté le match, donc là, bon, peu importe. Là, ça, c'est vraiment, de toute façon, il n'est plus champion du monde, donc à la limite, c'est fait. Mais c'est vrai que, j'ai envie de dire, équitablement, c'est un peu discutable. C'est un peu discutable. Mais on peut dire quand même, Stéphane, que là, on a clarifié les choses. On a clarifié les choses. On va avoir un joueur entre Topalov et Kamsky qui va ressortir du match et qui va rencontrer Anand, le champion du monde en titre. Donc ça va se faire en fin 2009.
et on aura donc une nouvelle finale. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien, effectivement. Voilà. Alors pour l'instant, ça s'est bien passé. Oui, restons optimistes. Alors à noter, à mon avis, il y a quand même une amélioration exceptionnelle aussi de la part des joueurs, y compris, parce que ce match Topalov-Kamsky s'est déroulé chez Topalov en Bulgarie. Ah oui, à Sofia, oui, voilà. Exactement. Or, ce genre de choses n'était pas possible avant. Par exemple, il faut rappeler que Fischer-Spassky n'a pu se faire qu'en Islande, en pays neutre. Ouais. Alors, c'est un peu délicat. De l'autre côté, en Coupe Davis, les pays ont depuis longtemps accepté le fait que les matchs se font alternativement dans un pays ou dans l'autre en fonction des saisons. Ça dépend contre qui on a. Si on a fait un match France-Argentine, on va regarder quel était le dernier match. Si on a joué là-bas ou si c'est eux qui ont joué chez nous. Et on va inverser effectivement le terrain. Voilà. Alors là, aux échecs, évidemment, c'est un problème d'argent tout ça, parce que c'est un problème de financement. Or, effectivement, même aux échecs, on comprend bien qu'un pays qui veut supporter son joueur est plus enclin à dépenser de l'argent qu'un pays neutre. Oui. Voilà. Donc alors, ce qui est l'amélioration vient du fait que Kamsky a accepté finalement. Parce qu'il y a eu des bisbilles, il ne voulait pas au début, c'était pas clair. On ne savait pas si le match devait avoir lieu, à quel endroit, il a été remis, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que Kamsky a accepté sportivement de jouer sur le terrain de Topalov. Voilà. D'ailleurs, information people, on dit que quand on rentre dans la salle de presse de Sofia, on voit un petit film indiquant qu'en 2006, lors du match Topalov-Kramnik avec le Pipigate. Oui, le film. Le Pipigate. On l'appelait le Toilet Gate. Le Toilet Gate. On va dire qu'il y a un film en boucle qui passe en disant Topalov s'est fait avoir, s'est fait dérober son titre. Donc, alors, on vous résume pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire. C'était lors du match Topalov-Kramnik, donc Kramnik avait gagné. Et Topalov avait accusé Kramnik, qui allait souvent aux toilettes pendant le match, de consulter un ordinateur pendant qu'il allait, faire ce qu'il avait à faire aux toilettes. Voilà, donc c'est une histoire qui, évidemment, n'était pas très glorieuse. C'est toujours la paranoïa des joueurs. Voilà. Alors, ça, c'est un premier point. Donc, quand on va dans la salle de presse de Sofia, on voit ce film, on va dire, de propagande en disant, Topalov mérite de gagner. Et puis, dans l'équipe, alors de l'autre côté, dans l'équipe de Kamsky, ils ont mis un brouilleur en fait de portable et d'ordinateur dans le plafond du théâtre de Sofia. Donc, oui, quand même. Voilà, pour éviter toute polémique, ils ont mis un brouilleur. Exactement, ils ont mis un brouilleur d'ondes pour éviter qu'un joueur sorte, passe un coup de fil ou consulte un ordinateur. D'accord. C'est carrément, en fait, on va dire, les mesures du Mossad israélien. Quoi, oui, mais alors, oui, c'est une bonne... Oui. C'est un beau parallèle, mais alors... Il y a le problème en France sur les antennes des téléphones mobiles, où on sait qu'on a des peurs il peut y avoir la paranoïa que le brouilleur puisse altérer le cerveau. Là, c'est passé. C'est passé. Donc là, il n'y a pas de suspicion de triche. Voilà. La partie électronique, c'est réglé. On va dire que Kamsky a été beau joueur. Il est venu sur le terrain de Topalov affronter le champion bulgare. Le champion bulgare, d'ailleurs, qui a un très bon classement, puisque... au niveau international, il est numéro 1. Il est numéro 1 au classement Elo. Alors, sachant que Anand est tranquille, il est en roue libre, puisque maintenant il est champion du monde, il ne se fatigue pas trop. Ouais. C'est toujours après le... Mais on va dire qu'il y a une différence, Stéphane, entre le classement de Topalov, qui est nettement devant, et le classement de Kamsky. Il y a, on va dire, 60 points d'écart. Oui, c'est vrai. 60 points d'écart, ça peut compter. Alors, savoir que Kamsky aussi était en revenant, ça c'est important, parce qu'il... Il était déjà quasi finaliste du championnat du monde dans les années 98-99 par là. Donc, il a arrêté et il est revenu après des années de blackout. Il a gagné la Coupe du Monde, ce championnat par élimination directe. Alors on y va, on rentre dans le vif du sujet. Cinquième partie du match, Topalov face à Kamsky, on y va. À ce moment du match, donc, les deux joueurs sont à égalité. Kamsky a égalisé après avoir été mené au score. Cinquième partie, le match se déroule en 8. Exactement, 8 parties cadence lente, donc on est à 2 partout. Et puis des parties rapides de départage en cas d'égalité. Maintenant, on est vraiment rentré dans l'ère du départage. Alors, on y va, vous allez voir, on va avoir une très belle partie. Alors, à savoir que ce sont deux joueurs exceptionnels, tout à fait percutants et explosifs, les deux.
Topalov est connu pour... il y a vraiment Topalov un style qui peut rappeler celui de Kasparov. Hein, oui, c'est un style d'attaquant. Il prend des risques. Très percutant. Il joue pas forcément juste à chaque fois, mais il met la pression sur son adversaire, et notamment quand l'adversaire est en retard au temps. Il joue vraiment les variantes les plus tranchées, les plus aiguës, les plus tranchantes, pardon, les plus aiguës, et ça donne du spectacle. Et en face, on a un Kamsky qui est du même acabit, c'est-à-dire qu'il est venu... il ne fait pas de compromis. Voilà, il n'est pas venu pour faire nul. Hein, alors, on y va pour ce match. 5e partie. Alors, ils ont dénommé ce match le World Chess Challenge. Oui. On y va. E4 par Topalov déjà, tout de suite, début ouvert. Et E6 de Kamsky, donc une française. Une première remarque, Stéphane. Donc, on en est à la 5e. C'est la première fois que Topalov ouvre par E4 dans ce match, puisqu'il avait tenté D4. Et les 2 fois où il a eu les blancs, il s'est fait contrer sur la Grunfeld par Kamsky. Donc là, il tente autre chose, il change. Hein, donc, il joue le pion E en premier. Ok, donc on y va. D4, donc classique, on prend le centre avec les blancs. D5 de la part des noirs, c'est logique. Toujours le début. Et là, tout de suite, donc cavalier D2. Donc ça, c'est une variante tranquille. Je crois que c'est la variante Tarrasch. Hein. On est sur la française variante Tarrasch. Il faut dire aussi que Topalov, là, c'est une petite surprise, joue plutôt cavalier C3. Hein, alors voilà, donc on peut jouer effectivement l'autre coup ici, cavalier C3. Alors avec le problème, c'est pas un problème, c'est une autre variante. Dans ce cas-là, le fou vient en B4, clouant ce cavalier, et il y a toujours le problème sur le pion E4. Donc il faut que les blancs choisissent. En général, on pousse E5. Là, avec cavalier D2, on évite, puisque là, sur fou B4, évidemment, il n'y a pas de problème, puisqu'on joue C3 avec gain de temps. Hein, le fou doit repartir, il est attaqué par un pion, et il n'y a pas de problème. Donc c'est un coup qui évite ce coup fou B4. Voilà l'idée de... C'est un coup tranquille. C5 de la part des noirs, c'est logique aussi. Donc là, les noirs contre-attaquent directement le centre fort des blancs, avec 2 pions centraux puissants ici, et pour essayer de casser. Et on joue d'abord le pion C avant de sortir ce cavalier en C6, qui va rajouter de la pression au centre. Voilà. Ça, c'est normal. Donc cavalier G, F3, les blancs tranquilles. On est toujours dans l'ouverture, là, c'est les développe. Classiques. Hein, on protège, tous les pions sont défendus. Alors, on peut dire aussi, au départ, il faut sortir les cavaliers avant de sortir les fous, donc là, on est vraiment dans le classique. Voilà, tranquille, et on défend les pions avec les cavaliers, pas avec les pièces. Alors, c'est prendre des 4 de la part des noirs, on reprend ici du cavalier. Donc cavalier C6 derrière. Et cavalier C6. Voilà. Avec l'idée, si les blancs prennent en C6, on reprend du pion B en se créant un centre fort. Hein. Voilà. Et puis, intéressant à rappeler, c'est que quand un pion reprend et se rapproche du centre, on va avoir plus d'espace, on va dominer les cases centrales. C'est clair. Hein, donc, voilà. Donc ici, fou B5 de la part des blancs, on cloue ici le cavalier C6. Voilà, on ajoute la pression. Donc la menace, c'est donc cavalier prend cavalier, et sur pion prend, fou prend avec échec, ici, et on prendrait la tour à 8. Donc il faut faire quelque chose logique de la part de Kamsky, fou D7 tranquillement. Coup obligatoire. Sur le fou, on défend en C6. Alors le problème maintenant, ce qui va se passer, c'est que Topalov fait des échanges avec cavalier prend C6. Voilà. Ici direct. Donc Topalov a une idée à ce moment-là, donc il va essayer de rechercher une position favorable, puisqu'il a les blancs, et essayer de dominer son adversaire avec cet avantage d'initiative, on va dire, côté blanc. Donc il va procéder à une série d'échanges, on va le voir. Voilà. Donc, alors si les noirs prennent ici du pion B, ce que j'étais en train de... Évidemment, le problème, les blancs vont jouer par exemple fou D3, voire même pourquoi pas fou A4, on fait ce genre de coup. Et alors le problème, c'est que le fou D7 est enfermé derrière ses pions. On va dire que le mauvais fou français va rester encagé derrière ses pions. Voilà. Donc l'intérêt des noirs est quand même de reprendre du fou. Voilà, et proposer un échange de fou qui est souvent favorable pour les noirs dans ce type de position. Oui, exactement. Donc c'est ce qui va se passer, hein, Stéphane, dans la partie. Là, on peut peut-être défiler un peu les coups. Fou prend C6, bien sûr. B prend C6, donc il ne perd pas de temps. Alors évidemment, on se demande où veut en venir Topalov, puisque là, on a un centre de pion noir qui est pas mal, qui est sur blanc en plus complémentaire du fou de case noire, donc ça a l'air pas mal pour les noirs. Et là, voilà l'idée de Topalov, C4. Oui. Voilà, Topalov, qu'est-ce qu'il veut faire? En fait, il veut mettre une pression maximale sur D5 et en cas d'échange généralisé ici, laisser les noirs avec un pion isolé. C'est exactement la partie qui va se produire. Hein. C'est le thème en fait de la partie. Les noirs vont avoir un pion isolé, les blancs vont essayer de jouer contre ce pion isolé. Bien sûr. Alors, si les noirs prenaient par exemple ici en E4, on va juste regarder ça. L'idée tout simplement pour les blancs pourrait être tout simplement de faire par exemple dame A4, attaquant ici le pion C6 avec évidemment le roi qui est derrière avec un échec, et on reprendrait ensuite en E4 tranquillement. On peut même envisager pourquoi pas de prendre en E4
avec une petite faiblesse du côté noir, puisque le pion C6 est un peu faible, et la structure des pions blancs est un peu meilleure. Voilà, pion isolé côté noir. Voilà. Donc C4, donc il y a pression, et les noirs ont du mal à choisir un coup. Hein. Évidemment, le coup pion prend C4 laisserait 2 pions faibles ici, facilement récupérables. Les pions C très faibles. Donc fou D6, tranquillement, les noirs se développent. Alors, c'est l'heure pour Topalov de son idée. Pion prend en D5, pion prend en D5, pion prend, et voilà. Topalov a réussi son coup, il a mis un pion isolé du côté noir. Et ça, c'est un problème pour les noirs. Parce que ce pion, il est bien, on le voit bien qu'il est isolé, il est tout seul. Donc, alors d'un côté, c'est un pion passé, il pourrait être dangereux, mais il va être bloqué par les blancs. Oui. Et on va en faire le siège. C'est un thème, en fait, de déséquilibre. On ne peut pas dire que c'est bon, que ce soit bon ou mauvais. Ce qu'on peut dire, c'est on vient de sortir de l'ouverture avec un grand déséquilibre. Un déséquilibre, ça veut dire qu'on n'a pas du tout la même situation côté blanc que côté noir. En termes de structure de pion, déjà. En termes de structure de pion. Alors, ici, on a 2 pions contre 1 ici, donc potentiellement un pion passé éloigné, parce que ça va être sur l'aile. Voilà. Un pion isolé au centre, donc on a une structure asymétrique. Voilà, exactement, c'est asymétrique. Alors, on note aussi que le fou C8, peut-être que tu peux montrer sur la case C8, le fou français a été échangé. Oui. Ce qui donne en fait, côté noir, on va dire un petit plus par rapport aux positions classiques de la française. Oui, mais en plus, surtout, puis les pions ont tout sauté. Donc, on va dire que là, on a une position égale, mais dissymétrique. Alors, on va voir le développement quand même qui se termine par petit roc, cavalier E7 pour les noirs tranquilles, évidemment. Cavalier F3, case tout à fait naturelle pour les blancs, parce que ce cavalier veut sans doute aller en D4, exactement, qui est souvent une excellente case pour bloquer le pion isolé et avoir des potentialités d'action, soit en C6, soit éventuellement en F5, voire pourquoi pas en E6, si le pion F7 venait à bouger. Voilà. Donc un cavalier qui rayonne derrière, comme ça, devant un pion, vous le bloquez, et comme il n'y a pas de pion pour venir vous embêter, votre cavalier est fort. Donc petit roc de la part des noirs, et voilà, c'est fini pour le développement, ça va être l'heure des manœuvres, et on voit bien cette asymétrie, 2 pions contre 1 ici, un pion isolé sous pression, alors évidemment pour l'instant le cavalier 7 tient la baraque, mais c'est quand même un pion, et les blancs vont pouvoir manœuvrer derrière ce pion, s'en servir d'appui via la case D4 par exemple pour le cavalier, et essayer d'en faire le siège, mettant une autre tour derrière, essayer de faire... Voilà, et puis surtout Stéphane, le coup suivant qui est très important, le coup Dame de D3. Dame D3, on prend les cases blanches, et on n'a plus on va dire, la mauvaise coordination sur cette case-là, puisqu'on a échangé le fou de couleur blanche, donc c'est la dame qui naturellement va sur cette case D3. On ne se pose plus de questions, est-ce que je mets mon fou en D3 ou ma dame en D3 ? Là, c'est plus logique. Et regardez, on voit bien que c'est complémentaire du fou. Quand vous avez un seul fou, ici fou sur case noire, il est souvent judicieux de mettre la dame sur les cases de couleur opposée. Voilà, pour ratisser en fait les deux couleurs. Voilà. Et il étouffe l'adversaire en quelque sorte. Donc, dame D7 de la part des noirs. Les noirs font pareil, regardez, ils mettent leur dame sur blanc, complémentaire du fou de case noire. Et là, hop, tour D1, regardez, donc on met déjà la pression, donc ça immobilise ce cavalier E7. On peut... pression sur le pion isolé, tout à fait. On ne peut pas trop bouger ce cavalier maintenant. Donc les noirs jouent passivement tour FD8, donc c'est un coup évidemment, ça soutient potentiellement le pion D5. Bon, il n'y a pas de danger pour l'instant, le cavalier E7 veille. Tout à fait. Et là, hop, fou E3, tranquillement, on développe le fou sur une case naturelle en E3, petit œil, pourquoi pas, sur la case A7, et surtout sur la case D4. Oui, parce qu'en fait, le fou E3 pourrait se diriger directement sur la case D4 et avoir une puissance colossale sur l'échiquier. Là aussi, puisqu'il pourrait taper vers G7, et ça pourrait devenir un peu dangereux pour les noirs. Donc A5, de la part de Kamsky, on joue à 5, évidemment, on s'enlève de la pression, petite pression sur le pion A7 qui peut s'avérer embêtante. Tout à fait, et il y a une idée complémentaire, c'est qu'en poussant en A4, on va essayer d'échanger, en forçant les blancs à jouer B3, on va essayer d'échanger un pion et d'attaquer un pion isolé côté... Bien sûr, on veut créer un pion isolé du côté blanc. Pour l'instant, ces deux pions peuvent se protéger. Effectivement, si on arrive à échanger le pion A5 contre un des deux pions là, on crée un pion isolé. On aura une cible. Aura une cible et on se sera débarrassé du pion A faible pour avoir une cible côté blanc, probablement par exemple en B3. Alors ça, c'est un thème général aux échecs, effectivement, en général, Philippe, effectivement, c'est cette idée-là de donc échanger un pion qui est tout seul comme ça sur le côté face à un autre pion. Comme ça, on élimine une faiblesse. On élimine une faiblesse, on troque une faiblesse personnelle contre la faiblesse adverse. Voilà, exactement. Alors G3 de la part des blancs, donc ça c'est un bon coup. Parce qu'on se met face au fou D6, ici, on contrecarre la puissance de ce fou qui est quand même tapé un tout petit peu vers là, et on se crée la petite fenêtre du roi, qui
qui est toujours bien utile quand on fait des combinaisons pour éviter les mates. Exactement, et on pense à peut-être derrière un H4 qui pourrait survenir pour lancer une attaque contre le roi noir. Bien sûr, ça pourrait venir aussi. Un levier G3, H4, H5 pour aller chercher le roc adverse. Exactement, ça pourrait être tout à fait une idée. Donc H6, donc là, Kamsky lui choisit de faire sa petite fenêtre sur la case H7. Il met aussi ses pions, regardez, sur noir pour contrecarrer lui-même aussi. Le fou 3. Donc on met les pions face au... Parce que si on avait joué G6, on aurait affaibli les cases noires et ça aurait augmenté la puissance de ce fou. Exactement, oui. Donc ici, fou B6, petit coup, alors toujours un peu pénible, puisque là, ça attaque la tour D8, et donc ça l'oblige à... Voilà, on veut désorganiser les noirs, en fait, hein, qui avaient construit, on va dire, une surprotection du pion D. Donc là, avec quelques coups de fou, on essaye de... on va dire, empêcher les noirs d'arriver à leur forteresse. Oui, puis on enlève la tour ici de la protection du pion D. Voilà, c'est ça, exactement. Donc tour D C8, force ce coup. Et là, maintenant, fou D4. Donc on aurait pu jouer fou D4 tout de suite. On joue d'abord fou B6, on désorganise un petit peu la défense. Finesse, et maintenant, on joue fou D4. Exactement, Stéphane. Petite finesse, hein, il faut s'en souvenir. On peut faire un coup de balancier pour désorganiser et revenir à la bonne case. Voilà. Et alors, regardez l'idée aussi qui pourrait venir plus tard, c'est que on pourrait envisager, regardez, si le cavalier F3 venait sur H4, venir peut-être plus tard sur F5, alors il faudrait supprimer une de ces deux pièces qui contrôle F5, pourquoi pas un sacrifice de tour sur E7, pourquoi pas, et on aurait un très fort cavalier qui rajouterait une pression aussi sur G7 et sur H6, donc ça pourrait être des thèmes. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de problème, le cavalier E7 veille, mais il faut faire attention à ce genre d'idée. Il faut garder effectivement un œil sur le côté, tout à fait. Hein. Donc ce fou est tellement fort d'ailleurs que Kamsky propose de l'échanger avec fou C5, propose un échange de fou. Donc là, évidemment, Topalov refuse, son fou étant bien meilleur que ce fou C5, puisqu'ici, on voit bien, ça tape bien vers le cœur du roi blanc. Donc fou C3, hein, pas de problème. Et on va pouvoir d'ailleurs mettre sur la case D4, pourquoi pas, le cavalier plus tard. Hein. Donc alors... Fou B4, les noirs insistent. Hein, ils insistent, d'où l'intérêt du coup A5 aussi. Exactement. Voilà, on a une belle case en B4 et on veut reproposer évidemment un échange. Alors, si les blancs échangeaient, regardez, ça serait une très mauvaise affaire pour les blancs parce qu'on reprend du pion A, on ramène un pion un peu plus vers le centre et puis tout de suite la tour A8 a du jeu et déjà tape sur le pion A2 qui ne peut pas bouger sous peine de se faire échanger contre le pion B4. Exactement, on a réactivé la tour en A. Voilà, très mauvaise opération. Ça serait un mauvais troc. Hein. Donc, fou E5. Voilà, fou E5 tranquillement. Fou E5. Donc les noirs vont rechercher en jouant derrière fou D6. Donc fou D6, donc alors ça, proposition implicite de nul. Voilà, c'est-à-dire que là, Topalov pourrait prendre la nulle, puisqu'apparemment Kamsky harcèle son fou, et que Topalov n'a pas de solution pour empêcher l'échange. Donc il faut absolument que maintenant Topalov, s'il veut essayer de gagner la partie, eh bien, laisse tomber l'idée d'éviter l'échange de fou, parce que c'est pas possible. Les noirs peuvent toujours attaquer ce fou. Pour l'instant, ce fou, bien sûr, est protégé par le cavalier, donc il enclenche, j'allais dire, la manœuvre avec tour D2, Topalov. Il veut déjà, il protège déjà sa deuxième rangée, ce qui est toujours utile, et il prépare la revenue de la tour A, soit sur E1, pourquoi pas, avec probablement, visée sur la colonne E, soit même sur D1 pour augmenter la pression, c'est deux idées possibles, sur ce pion. Mais tant que le cavalier E7 est là, c'est une pression qui tombe à l'eau. Hein. Donc fou prend E5, ça y est, l'échange, hein, Kamsky, il n'y a pas de problème. Alors, Kamsky, lui, a jugé que l'échange lui était favorable et il cherche probablement à annuler dans la partie. Donc, bien sûr. Il a les noirs, bon, il vient de marquer un point. Le problème, c'est que souvent les échanges sont une mauvaise solution pour annuler. Bon, là, on peut dire quand même que la situation est assez équilibrée, hein, Stéphane. Donc, rien n'est fait. Mais il y a un point quand même à signaler, c'est qu'avec cet échange, eh bien, Topalov installe un cavalier quand même très gênant. Voilà, très beau cavalier en E5. Voilà. Regardez, commence à taper un petit peu sur F7. Commence à contrôler des cases dans le camp noir. Hein, regardez, bon, la case G6, c'est pas tellement... Mais surtout la case F7. Un cavalier pénible ici en E5 qui contrôle aussi des cases sur la colonne C. Donc ça peut être intéressant. Il va falloir prendre des mesures, un côté noir. Donc logique, on joue la dame en, la dame est attaquée. En D6. Voilà. Donc dame D6 permet... évidemment d'attaquer le cavalier. Voilà, on s'enlève de l'attaque du cavalier, on garde quand même la défense du pion. Voilà. Et là, l'idée qu'on a vue tout à l'heure avec tour D2, hop, c'est l'autre tour qui rentre en jeu et qui vient défendre le beau cavalier avancé. Bien placé au centre. Hein, Et donc là, on a un petit plus quand même côté blanc hein, en termes d'activité déjà pour le cavalier. Et puis en termes de structure, on va dire, puisque les noirs ont ce pion quand même isolé au centre. Toujours ce pion isolé au centre. Une structure très propre hein, du côté blanc, regardez, aucune faiblesse. Hein. Donc les blancs ont un jeu facile, clair,
pas d'avantage net, mais un petit plus structurel. Voilà, et pas de risque. Voilà, pas de risque, et puis un petit plus en fait, qui va peut-être porter ses fruits sur la distance. Voilà, on va voir ça. Donc alors, tour C7 de la part des noirs, alors ça c'est important, parce que alors, comme la tour E1 commence à avoir un œil aussi sur le cavalier E7, à faire attention au sacrifice qui pourrait avoir lieu, on pourrait sortir ce cavalier et menacer d'éventuels sacrifices en E7. Donc on surprotège ici le cavalier, tout en préparant là aussi, pourquoi pas, la venue de la tour A8 en C8, qui pourrait être une idée pour doubler les tours, même si cette colonne C, pour l'instant, ne pose pas de problème au blanc. Du coup, multifonction, on garde la souplesse. Voilà. Dame F3, donc ça, normal. Alors, le coup Dame F3 est multiple. Alors, boum, je menace évidemment. Dame prend F7, échec. Menace directe, effectivement. Alors, évidemment, si on ne peut pas jouer n'importe quoi du côté nord, il faut faire très attention pour protéger cette case F7. Et alors, je libère aussi la tour D2 direct sur le pion D5. Donc, maintenant, c'est la dame noire et le pion se trouvent en vis-à-vis de la tour. Donc, ça c'est aussi intéressant. Ça peut être un thème. Et puis, 3, on peut dire aussi, c'est qu'on ne peut pas être contré directement côté noir. C'est-à-dire que la tour qui est en A8, si elle avait été en A6, on va dire, et sans la dame D6, on aurait pu tout de suite répondre par un tour F6. Par exemple, Donc là, c'est pas possible. Il y a un embouteillage, donc ce qui fait que les noirs vont devoir avoir une défense un peu passive. Voilà, et on ne peut pas sortir ce cavalier pour protéger avec la tour C7, parce que si on sort le cavalier E7, regardez, c'est le pion D5 qui morfle. Exactement. Donc on voit bien que la dame F3 tac à la fois D5, à la fois F7. Donc il faut trouver autre chose. Kamsky trouve le passif mais solide. Tour F8 tout simplement. Tour F8, mais on voit que la tour A8 était quand même en A8 un peu plus active, avec plus de cases à disposition. Alors en F8, elle est uniquement défensive. Et petite idée maintenant de la part des blancs, le pion A5 se trouve sans défense. Exactement, un peu isolé. Donc, un peu isolé, donc ça peut être un thème calculatoire. Alors pour l'instant, Topalov ne se presse pas, il joue le simple roi G2, toujours utile. Il n'y a pas de coup gagnant direct, on joue roi G2, un coup tranquille. On rapproche le roi du centre, ce qui peut être crucial en finale. Exactement. Alors l'idée, effectivement, est là, c'est de penser à la finale dans la perspective de tous les échanges possibles des pièces lourdes. On se retrouverait dans une finale de cavalier, mais là, la différence serait nette entre les deux rois. On aurait un roi très loin du centre et celui-ci aurait le du roi mal, noir bien qui sûr. devrait repasser par F8 et E7 pour gagner le centre, alors que là, roi blanc, on a un roi blanc qui en deux coups est au centre. F3, E4 si ça a bougé, ou sinon E3, D4 et pression tout de suite sur le pion D5. Donc menace potentielle de rentrer en finale gagnante pour les blancs. Bien sûr, donc c'est très, très embêtant. Donc tour B7 de la part des noirs, donc coup intéressant de Kamsky ici. Alors l'idée de Kamsky, c'est de dire attention, tu m'attaques effectivement le pion D5, mais je vais contre-attaquer ici sur le pion B2, donc attaque et contre-attaque. Et là, alors le coup que tu signalais tout à l'heure Philippe, H4 de la part des blancs, on prend un peu d'espace à l'aile roi. Pourquoi pas? Parce qu'on peut avoir des idées d'augmenter la pression sur le roc adverse. Voilà, c'est ça, exactement Stéphane. Voilà, donc on prend de l'espace. De toute façon, les noirs ne peuvent rien faire. Ils sont un peu muselés, un peu. Voilà, c'est à eux de trouver du jeu et c'est pas évident. On ne peut pas bouger. Hein. Si on bouge la tour, évidemment, il y a dame prend F7. Si on bouge le cavalier, il y a tour prend D5. Il n'y a pas beaucoup de coups non plus pour les noirs. Hein. Donc, et puis là, on va dire que le choix va pas être formidable côté noir au coup suivant, puisqu'ils vont jouer dame B4. Dame B4, voilà, dame B4. On aurait pu penser, Stéphane, à d'autres coups. Par exemple, on aurait pu penser au coup G6. Ça affaiblit un peu le roi quand même. Voilà, on aurait pu penser... G6 se heurterait à H5, ça justifierait le coup H4. Voilà, donc ça c'est pas tellement intéressant, mais... Peut-être un coup comme A4. Voilà, A4, dans l'idée d'aller affaiblir l'aile dame. Bien sûr. Donc semble aussi logique. Mettre une pression sur ce petit duo de pions ici. Voilà, on va regarder quand même ce que donne dame B4. Alors dame B4, alors il n'y a pas d'idée claire sur dame B4, sinon que ça attaque la tour D2, hein, évidemment, mais tour et dame n'attaquent pas le pion B2, puisque la dame ne va pas s'échanger contre une tour, évidemment. Donc ça ne rajoute aucune pression sur la colonne B. Hein. C'est vraiment un coup à défaut d'en trouver un autre. Hein. Exactement. Donc ici, tour E2, tranquille, Topalov défend sa tour D2. Il veut laisser sa tour en D2 pour continuer à faire pression sur le pion D5. Voilà, il laisse la tour sur la colonne E aussi. Il protège là. On protège archi bien, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, et tout le monde est monté d'un cran, hein, le roi, les deux tours. Donc on ne se sert plus en fait de la première rangée. On prend du terrain. On prend du terrain, on avance, on a joué H4, et puis petit à petit, comme on dit, on avance ses pions. Exactement. Alors dame A4, donc là, Kamsky essaie de provoquer des faiblesses dans le camp adverse. Dame A4, il serait très content, Kamsky, si les noirs jouaient un coup comme A3.
Ce qui pourrait, regardez, il a affaibli la case B3 dans ce cas-là, et on peut même envisager des tours B3 qui attaquent. Une entrée, effectivement, un point d'entrée. Point d'entrée, donc attention, ça serait une faiblesse ici. Il cherche. Donc, et là, il y a quand même le pion A2 qui est attaqué. Donc, bien sûr. Donc là, il faut réagir. Côté Topalov, blanc, voilà, choisit plutôt B3. B3. Voilà, B3 attaque la dame, et évidemment, le pion A2 maintenant est protégé tout de suite par la tour D2. Vous voyez, on peut protéger un pion sans le toucher, ni sans jouer une pièce qui le protège directement, mais en enlevant le pion qui empêchait la défense. Ouais. Alors on voit quand même, attaque la dame. Stéphane, que c'est un peu cher payé côté noir, parce qu'il a fallu que la dame se déplace complètement à l'ouest, on va dire, pour provoquer un petit affaiblissement, et en plusieurs coups, en 3 coups, pour provoquer B3. Alors pendant ce temps, ce qu'on peut dire, c'est que les blancs sont toujours dans le sens du vent, de l'attaque, donc les tours sont bien positionnés. On a la dame qui vise, on va dire le roi qui vise D5. Donc, et un très beau cavalier central surtout. On se dit stratégiquement, c'est pas clair. Les noirs ont peut-être fait là une petite imprécision. Alors, mais c'est léger. C'est très léger. Alors disons que c'est quand même bien joué là par Kamsky, parce qu'en jouant tout ça, évidemment, l'idée de Kamsky, après avoir joué, il va rejouer d'ailleurs Dame B4. Son idée maintenant, c'est qu'une fois qu'on a joué à 2B3, on fait l'idée qu'on avait dit tout à l'heure. Oui, on peut pousser le pion. On peut jouer A4 et donc échanger ce pion entre guillemets faible face à un des deux pions là et créer une faiblesse dans le camp blanc pour équilibrer la manœuvre. Ok, j'ai une faiblesse en D5, mais toi tu as une faiblesse en A2, donc je vais pilonner ta faiblesse en A2 et on va équilibrer les menaces. C'est vrai qu'on a quelque chose maintenant côté noir qu'on n'avait pas tout à l'heure. Voilà. Mais là, donc activité de Topalov, cavalier D3. Voilà, alors D3. Évidemment, j'attaque la dame C5 et 2, je commence à faire pression sur le cavalier E7. Ce fameux cavalier dont on dit. Alors heureusement qu'on avait joué tout à l'heure. Vous voyez tout l'intérêt d'avoir joué la tour en 7e. Coup préventif, on est bien content aujourd'hui de l'avoir joué, donc ça donne plus de liberté à cette dame. Oui, on est quand même en situation de sécurité totale, mais voilà, les blancs ont un petit plus quand même, l'activité. Exactement. Plus. Donc dame D6, et là, retour, donc tranquille, pour l'instant il n'y a pas de problème. Et là maintenant, Topalov continue son gain d'espace à l'aile roi. C'est des petits coups, mais qui augmentent la pression. L'idée c'est qu'on étouffe progressivement l'adversaire. C'est un peu la Karpov tout ça. H5. Une belle partie positionnelle. Voilà. H5, on regagne encore un peu de terrain. Voilà. Et là, on empêche déjà des coups comme cavalier G6. On enferme un petit peu plus le roi noir qui ne pourra pas s'échapper par H7 et G6. Donc, s'il y a des attaques sur la 8e, on voit bien qu'il peut y avoir des mates rapides. Exactement. Donc, c'est un pion toujours pénible. Quand on a joué comme ça G7, H6, d'avoir un pion H5, ici, ça peut s'avérer très, très pénible. Donc tour C7 de la part de Kamsky qui ne se presse pas pour l'instant, il n'y a pas de danger non plus. Donc il revient sur la colonne C, il a fini son travail sur la colonne B. Il revient sur la colonne C, il attend. Qu'est-ce que tu vas faire? Et là Topalov montre son idée maintenant, il joue cavalier 3 pour jouer cavalier. Eh oui, cavalier en F4, et on met toujours la pression. Pression maintenant sur, regardez la menace, elle est simple. 3 fois sur le pion. Menacé, cavalier prend des 5, cavalier prend, et tour prend, gagne un pion net, avec une position écrasante. Parce que là du coup on a deux pions contre 1 ici, sans aucun avantage de côté pour les noirs, donc gros avantage blanc. Avantage si on perdait le pion. Voilà, donc il faut réagir de côté noir, et Topalov joue le coup D4. Voilà. Alors une solution pour défendre ce pion, c'est de jouer D4. Puisque évidemment surtout il n'y a que la tour qui attaque et la dame défend, donc il n'y a pas de problème. Mais ce pion il avance, alors certes il pourrait s'avérer dangereux si c'était un pion passé, mais en fait c'est plutôt un pion faible. Oui, en fait à l'analyse ça va se révéler être une erreur en fait d'avoir poussé D4 parce que derrière ça va pas tenir longtemps. Alors on va voir ça, tour E4 déjà, tour E4 et déjà D4 est attaqué 2 fois. On aurait pu quand même proposer Stéphane à la place de D4. Le coup plus simple, c'est de jouer la tour F en D8. C'est de consolider encore une fois et de rester groupir, on va dire. Bien sûr, derrière. Bien sûr. Voilà. Solide, pas bouger. Puisque maintenant qu'effectivement le cavalier n'est plus en E5, la dame n'attaque plus F7 avec le cavalier. Il n'y a aucun danger sur. Donc tour FD8. En plus, on active une tour qui ne jouait pas. Voilà. Et on évitait de donner des indications aux blancs parce que plus ce pion avance, plus il est faible. Exactement. Plus difficile de défendre de loin ce pion. On aura du mal. Et puis on garde quand même encore ce D4 toujours Bien sûr. on va dire dans la poche. Donc D4. Moi j'aurais suggéré ici un tour D8 quand même plus fort. Effectivement. C'est pas fini, mais là on sent bien qu'il y a quelque chose sous D4 qui va pas. Donc tour E4 force les noirs à prendre une solution. Alors évidemment on peut pas jouer D3 maintenant parce qu'il y a tour et dame.
Voilà, hein, donc, 2 fois dessus. Donc, si on protège avec la tour, par exemple, en D8, eh bien, on peut quand même prendre en D4 et changer la dame, certes contre 2 tours, ce qui n'est pas forcément une bonne affaire, sauf qu'on a pris un pion. on a pris un point au Et la passage, structure de la position avec dame et cavalier, avec un roi qui ne pose pas de problème ici, dame et cavalier pour l'attaque, c'est très très fort. Oui, le couple dame-cavalier, effectivement, est extrêmement puissant. Voilà. Sans compter qu'après tour prend D4, dame prend D4, tour prend D4, tour prend D4, on jouerait encore derrière le dame A8 échec, roi H7 quasiment forcé, hein, ou éventuellement tour C8, pourquoi pas, et on récupère en plus le pion A5. On a 2 pions et c'est terminé. C'est terminé, parce que les noirs, même si les 2 tours sont fortes, hein, c'est fort de tours. Oui, mais 2 pions liés sur... 2 pions liés, voilà, il n'y a pas de problème. Les colonnes A et B, ça part tout seul. Ça part tout seul. Donc, effectivement, tout à fait bien vu, hein, Stéphane. Donc là... Donc seul coup. Seul coup. Allons défendre cavalier C6. Cavalier C6. Et pas cavalier F5. Ah oui, alors parce que ce cavalier, le cavalier ne resterait pas longtemps. Il n'est pas stable. Il suffirait de jouer cavalier E2 et j'attaque à la fois le cavalier et maintenant le pion D4 une fois, 2 fois, 3 fois. On ne peut pas défendre les 2 menaces. On ne tiendra pas longtemps. Voilà, donc seul coup. Donc ça c'est toujours dangereux quand on n'a plus qu'un seul coup. Oui. Cavalier C6 de la part des noirs. Je protège avec le cavalier, mais ça tient. Ça tient toujours, effectivement. Le pion est défendu 2 fois, il est attaqué 2 fois, donc ça tient. Et maintenant, c'est l'heure pour Topalov. Alors de jouer un très joli coup. Alors ça c'est superbe. Cavalier D3. Alors, il revient en D3. Alors là, quand on a un cavalier qui est placé juste derrière le pion passé qui s'avère maintenant très faible, eh c'est toujours une très très bonne affaire parce que ce cavalier rayonne. Hein, alors là, il contrôle des super cases. Et maintenant, les tours vont pouvoir se libérer. Par exemple, des tours 2. Et on a 2 tours ici liés sur la colonne qui vont pouvoir faire pression sur le camp noir. Hein. Voilà, c'est un principe aussi de Nimzowitsch, hein, de bloquer le pion avec une pièce légère. Voilà. Principe stratégique. On peut aussi envisager d'aller sur la colonne C aussi. Oui, parce que voilà, donc on a quand même un cavalier maintenant qui est complètement bien placé, inattaquable sur le. Et bloqueur, cavalier bloqueur. Et bloqueur à la Nimzowitsch. À la Nimzowitsch, exactement. Un stratège. Tour D8. Tour D8, logique, on essaye de renforcer la défense du pion qui est maintenant devant. Hein. Et effectivement, pourquoi pas l'avoir fait plus tôt alors que le pion était encore en D5 c'est peut-être plus sûr. C'était peut-être plus sûr peut-être plus facile à défendre à ce moment-là. Alors, mais pas facile hein, la façon de Kramnik, parce que de Kamsky, pardon, j'ai dit Kramnik, mais il y a beaucoup de cas hein, aussi, il faut dire. Hein. Mais difficile sa position parce qu'elle est que passive, hein, donc c'est extrêmement difficile à jouer, il faut avoir des nerfs d'acier. Alors, tour C2. Voilà, donc petite pression maintenant sur la colonne C, attention. Un clouage, attention. Petit clouage, attention, qui est un peu gênant d'ailleurs. Voilà. On va le voir d'ailleurs par la suite. C'est embêtant, parce que d'autant plus, regardez que la dame F3 par transparence, hein, regardez, attaque aussi, regardez la case C6. Ce qui fait que dès que cette tour va bouger, il y a pression sur C6 qui devient pénible. Et donc on peut envisager des combinaisons, pourquoi pas, donc il faut faire très très attention. Et là, il cracounette un peu Kamsky, puisqu'il joue le coup cavalier B4. Alors là, on peut dire que là, c'est la gaffe. C'est la gaffe. On peut dire c'est la gaffe parce que ça perd, on va dire, un pion. Alors, il y a une combinaison tactique qu'on va regarder peut-être en détail maintenant. Donc, il craque sous la pression. Mais là, c'est pas facile déjà de trouver un coup pour les noirs. C'est pas facile parce qu'il faut défendre D4, il faut faire attention à la pression qui commence à monter sur la colonne C. Il faut faire attention aussi à la possibilité de la dame qui attaque F7 et le cavalier qui pourrait venir en E5, pourquoi pas. Aussi des possibilités de jouer des coups comme tour C5. Des coups aussi comme cavalier C5. Enfin, il y a beaucoup de choses. Tu soulignes bien en fait que les blancs ont un jeu totalement libre, alors que les noirs derrière sont forcément en fond de cours et tiennent la position jusqu'au moment où... Typique du pion isolé. Ils essayent de se libérer, mais peut-être à... Les noirs n'ont pas su valoriser leur pion isolé et les blancs ont réussi par contre à le bloquer parfaitement et à... C'est le problème du pion, il faut défendre. Et les blancs, eux, attaquent et créent des menaces à droite, à gauche, et ça devient pénible. Alors, cavalier B4. Alors, cavalier B4, on va regarder ça parce que c'est... Kamsky tente ici de, comment dirais-je, de pêcher en eau trouble. Ouais, il veut libérer un peu sa position, il est un peu et tente d'entrer tenu, donc, voilà. Il lance tout, mais... Disons qu'il tente de rentrer au final de pièces lourdes, parce que les pièces lourdes sont souvent nulles, il y a souvent des nuls par pièces lourdes. Il tente de rentrer ce genre de finale pour essayer de l'égaliser, même avec un pion de moins. Alors, on va voir ce qui se passe. Il sent bien que le cavalier D3, Stéphane, comme on l'a souligné tout à l'heure, est fort, donc il va falloir l'échanger. Il va falloir. Mais... Alors, regardez la combinaison, c'est très joli. Voilà. Regardez Topalov, cavalier prend. On échange dans un premier temps. Voilà, puis on prend. Et là, très joli, regardez. Voilà.
tour prend D4, surprenant. Effectivement, un coup qu'on va regarder, mais qui a échappé totalement à Kamsky. Alors attaque la dame. Et si la dame prend la tour... Alors c'est jouable, dame prend tour. Donc évidemment, derrière, on prend la tour C7. Avec attaque du pion F7. Voilà, et on a gagné au passage le fameux pion D. On a gagné le pion D, le pion B4 reste très faible, et s'il saute, on a 2 pions passés liés. Donc ça devient très pénible. Cette manière de jouer aurait été plus tenable que ce qui a été joué réellement dans la partie. Puisque là, on a un coup de dame F8 qui va permettre une deuxième combinaison derrière qui est assez magistrale. Alors on va voir ça. Oui, dame F8. Donc qui était encore une deuxième. Souvent on dit qu'une gaffe ne vient pas toute seule. Hein. Oui. Alors effectivement, c'est Tarrasch qui disait ça, dans une mauvaise position. Laissez faire, il va en faire une deuxième. Il va en faire une deuxième, et tous les coups sont perdants. Voilà. Donc, alors on va voir ça, regardez. Voilà, tour prend D8. Là c'est l'erreur, voilà, tour prend. Et là on échange encore une fois. Et regardez la même idée qu'on a vue tout à l'heure, quasiment. Échec. Alors ça c'est la queue du scorpion. Donc heureusement évidemment les noirs ont joué le coup, sinon c'est mat, ils matent du couloir. C'est le H6 de tout à l'heure. Voilà, mais regardez, dame 4, et regardez, c'est simple, ça y est, la partie est finie parce que les blancs récupèrent maintenant le pion B4. Donc une petite combinaison après dame F8 perdant qui permet de ramasser le deuxième pion. Bon, on peut dire que c'est plié. C'est plié, mais c'est encore une fin de dame. On va voir quand même comment techniquement Topalov l'a fini. Exactement. Donc échec, roi en G8, on prend le pion B4, 2 pions. Bon, là on aurait pu, Kamsky aurait pu abandonner. Bon, il a laissé un peu filer. On va regarder c'est un match de championnat du monde, il laissait quand même 2 pions de moins, c'était terminé. Petit échec. Voilà. La seule solution vraiment de sauvetage maintenant, c'est ce qu'on appelle l'échec perpétuel. Exactement. Mais dans les finales de dames, c'est en fait très dur à obtenir. C'est difficile. Bizarrement, on a l'impression qu'on peut faire beaucoup d'échecs. Mais il y a toujours un moment où on se fait contrer par un coup qui part l'échec et qui fait échec au roi adverse. D'autant qu'il y a encore beaucoup de pions, donc on pourra mettre le roi derrière les pions. Tout à fait. Alors quelques coups encore. Roi G1, dame C1 échec, roi H2. Classique, regardez comment on défend. Alors dame C2, alors l'intérêt pour les noirs, on attaque à la fois le pion A2 et le pion F2. Regardez ce que fait Topalov, c'est très fin. Alors Topalov, lui, il joue dame E1. Avec l'idée, regardez, si les noirs jouent dame prend A2, regardez, très joli. Dame échec, roi H7. Et regardez, dame prend F7 et je protège à la fois B3 et F2. Et voilà, donc on a résolu notre problème. C'est extraordinaire. Hein. Donc, non, mais il faut être précis en finale de dame. Hein. Donc, dame E1, superbe coup de défense de Topalov. C'est du calcul, hein, Stéphane. C'est de la calculation de très haut niveau. Alors, regardez encore fin, puisque Kamsky joue le coup roi F8, menace dame prend A2. Si le pion bouge, c'est le pion B3 qui tombe. Regardez le coup subtil et fin et puissant de Topalov. A3, très beau. Pourquoi? Parce que si les noirs jouent dame prend B3, eh bien regardez, on joue dame B4, échec au roi, propose l'échange de dame, et après dame prend, pion prend, et bien cette finale est gagnée pour les blancs. Pourquoi? On va expliquer quand même pour ceux qui ne savent pas. Pourquoi. Les noirs doivent aller chercher ce pion absolument, donc on ne va pas bouger ce pion évidemment. On va laisser les noirs. C'est l'appât. C'est l'appât, exactement. Et quand on dit l'appât, on dit l'appât du gain. Donc on va arriver effectivement c'est ça, exactement. Côté blanc à faire ce qu'on veut pendant que les noirs vont ramasser l'appât. Pendant que les blancs vont chercher l'appât, les blancs vont jouer roi H3, roi tac, tac, et boum, boum, boum. Et ce pion H va finir par gagner, même si les noirs arrivaient à prendre un voire 2 pions ici. Ça suffit pour gagner tranquillement. Vous pouvez calculer à la maison, faire un exemple. Voilà, c'est l'appât. Alors si les noirs évidemment restent de ce côté-là pour empêcher les blancs d'avancer, à ce moment-là, on avance l'appât d'un coup pour dire attention parce que moi je vais faire dame quand même. Et là pendant que le roi va le chercher, vous ramassez les pions. Alors ça c'est la dissuasion. Voilà, c'est la dissuasion. C'est la manœuvre. C'est ça. Si tu me prends pas, je vais faire dame. Donc on peut pas prendre le pion B3 à cause tout simplement échange de dame et la finale de pion est gagnée. Donc on vient d'expliquer comment. Donc dame B2. Alors entraînez-vous d'ailleurs à la maison, ça c'est important. C'est important de jouer les positions qui sont apparemment gagnantes, essayer plusieurs coups possibles pour bien comprendre. Oui, puis même contre l'ordinateur, on peut s'entraîner à gagner ça. On peut gagner contre le meilleur ordinateur du monde, c'est gagnant. On peut gagner contre Deep Blue dans une position de ce type. Bien sûr, il peut pas. La partie est gagnante. C'est gagné. Voilà. Donc dame B4 échec, roi G8. Roi G2, maintenant on protège avec le roi. Donc regardez, on tient tout, toujours 2 pions d'avance. Donc vous voyez que c'est clair. Même si évidemment ça ne paraît pas gagner tout de suite. Et on va voir comment ça gagne. Donc dame E5, dame G4 encore de la part de Topalov. Ça manœuvre un petit peu, mais évidemment il n'y a pas de solution. Échec. Roi H7, dame C4, tranquillement. On laisse prendre A3 pour prendre F7. Et on arrive à la fameuse position que la dame a pris en F7 et protège ses 2 pions. Elle protège tout, et puis le roi noir, lui, est soumis aux échecs. Évidemment, dès qu'on peut échanger les dames, c'est bon pour les blancs. Dame B4. Dame C4, maintenant, propose un échange qui serait évidemment gagnant pour les blancs. Donc, dame B7 échec, on essaie de s'en sortir comme ça.
Roi G1. Hop. Dame F3. Et là, maintenant, G4. Et là, il abandonne Kamsky, il ne peut rien faire. De toute façon, il est muselé. Maintenant, les blancs vont pousser leur pion B, de toute façon. Oui. Avoir mis ces 2 pions ici, il a joué G4, évidemment, pour protéger H5. Et évidemment, le problème pour les noirs, c'est que le roi ne peut jamais venir aider sa dame. Va pouvoir, voilà. Regardez, un coup comme G6, par exemple, tout simplement, on fait H prend G6. Oui, on ne peut pas prendre à cause de dame échec. Le roi doit venir en F6 et dame F8 gagne la dame. Gagne la dame derrière. Hein. Oui, donc on peut G6. En plus, c'est pas beau évidemment, mais ça perd. C'est tout simplement que ça perd. Il n'y a pas d'espoir dans cette situation. Il n'y a aucun espoir. Les blancs ont tout en main. Bon voilà, donc très belle partie de Topalov, comme on l'a vu, avec une belle finale de pion à regarder pour les débutants ou pour les joueurs même si vous avez 1800 et haut. Bons joueurs de club. Apprenez à gagner cette finale avec pion éloigné, hein, comme on l'a vu. Ça sert d'appât, je crois que c'est le bon thème. Et si vous arrivez à faire ça, vous allez gagner beaucoup plus de parties. Vous allez voir, il y a plein de parties que vous ne gagnez pas parce que vous n'avez pas la technique pour le faire et un peu d'entraînement est utile. Oui, puis on a vu en fait un Topalov qui était toujours à l'affût dans la partie, il a mis la pression et puis dès qu'il y a eu une possibilité, il a joué parfaitement, hein, il n'a pas commis d'erreur et il a profité en fait du manque d'espace de son adversaire. Donc une belle démonstration quand même de Topalov sur ce coup-là. Très belle. Donc, qui prend en fait l'avantage dans le match maintenant, hein, on peut le dire. Oui, bien sûr. 3-2 au terme de la 5e partie. Voilà, donc c'est chaud maintenant. Oui, il ne reste plus que 3 parties, donc on joue à Sofia. Donc 2 fois les blancs quand même. 2 fois les blancs pour Kamsky, donc c'est encore jouable. C'est jouable. C'est jouable. Merci Philippe pour commenter cette partie. Puis alors on se donne rendez-vous sur Chess et Stratégie tous les jours. Oui, tous les jours. Dès l'arrivée au travail, au boulot à 9h15 ou à 11h pour les plus fatigués. Ou à 8h du matin quand vous vous réveillez. Voilà, en fait les news sont en ligne à partir de 7h du matin. Parce qu'il y a le café de Charlie. Oui, il y a effectivement, on offre le café. Alors si vous venez le mardi ou le mercredi, vous avez un thé et le lendemain un café. Voilà. Offert par Charlie, donc, notre photographe maison. Voilà, donc vous avez un petit thé photographié, donc c'est toujours bon à prendre. Pour regarder donc Chess et Stratégie tous les jours, pour avoir vraiment les news fraîches et puis un peu gai de jeu d'échecs, avec l'angle vraiment fun et amusant du jeu. Merci à tous d'avoir suivi cette émission Diagonale TV sur le match Topalov-Kamsky. Merci Philippe, je te donne rendez-vous à une prochaine émission sur Diagonale TV. Je viendrai avec grand plaisir, Stéphane, voilà. Merci. Et jouez aux échecs et merci de nous être fidèles sur Diagonale TV. Merci, au revoir.